Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Fadjet dans l'émission qui a pour but de vous faire comprendre la science. Vous êtes bien dans Mission Impossible. Mission Impossible est une émission dans laquelle l'agent Justine... Salut Justine. Salut Gaëtan. L'agent Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Et moi-même, tous les 3 élèves à l'ENSIC de Nancy vous expliquent à chaque émission comment fonctionnent 3 ou 4 phénomènes physiques ou chimiques par le biais de questions-réponses qui, en temps normal, vous ont été posées dans la rue et auxquelles vous avez répondu. Je dis bien en temps normal puisque les restrictions de sortie mettent à mal notre concept, vous le comprendrez bien. Mais en tant que bons agents, nous nous adaptons à toutes les situations. Pour info, l'ENSIC, c'est une école d'ingé qui est située en vieille ville de Nancy. Et pour faire court, dans cette école, on apprend comment fabriquer des produits chimiques ou produire de l'énergie à grande échelle, c'est-à-dire comment passer du laboratoire jusqu'à l'industrie. À l'ENSIC, on étudie la physique, la chimie, on apprend plein de choses sur la grande thématique de l'énergie, mais aussi on cherche à faire de l'industrie un secteur le plus respectueux de l'environnement possible. Au programme de l'émission de ce jour, une grande thématique que les agents Bertrand et Justine décortiqueront pour vous, c'est la conservation des aliments. Bertrand, peux-tu nous dire quel est l'axe que tu as pris ? Oui. Alors j'ai choisi de vous expliquer pourquoi il est utile d'expliquer toutes les cuisines du monde d'un frigo et d'un congélateur. Pour ma part, je vous parlerai de conservation par le froid. Super. Et toi, Justine, quel est ton plan d'attaque ? Alors je vais plutôt m'attaquer sur les techniques de conservation par le sel qui s'avèrent tout à fait intéressantes d'un point de vue scientifique. Super. Et je crois que tu vas également nous emmener vers un tout autre sujet après. Alors oui, je vais vous parler des plantes et de la façon dont elles se nourrissent. Question simple dont la réponse contient des faits étonnants. Hâte d'en savoir plus. Mais bon, on verra tout ça un peu plus tard. Enfin Bertrand, et c'est par ça qu'on va commencer, tu vas nous parler d'un animal que l'on trouve principalement dans les zones chaudes du globe, donc pas forcément en Lorraine, quoique pour le moment du moins. Je veux parler du gecko. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile ? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider cochon. Alors non, c'est bien du gecko dont on va parler par la suite, mais comme le spider cochon d'Homer Simpson, le gecko est un animal qui est capable de se balader sur les murs, ainsi que de se mouvoir avec aisance au plafond. Je laisse donc l'agent Bertrand nous expliquer ce qui se cache derrière cette incroyable faculté. Merci Gaëtan. Alors, avant de répondre à la question, il faut expliquer ce qu'est un gecko. Un gecko, pour faire simple, c'est un lézard d'une vingtaine de centimètres qui a la particularité de pouvoir monter sur les murs, sur les plafonds. Il en existe des espèces parfois très colorées, mais nous traiterons sûrement des couleurs des animaux dans une toute autre émission. Donc, la question d'aujourd'hui est pourquoi le gecko et comment peut-il monter au mur ? Alors, Gaëtan, Justine, quel est votre point de vue là-dessus ? Bah écoute, peut-être qu'il y a une sorte de petite colle au bout des pattes. Bah tiens, j'allais dire un peu pareil, peut-être une substance spéciale, un peu visqueuse, qui pourrait l'aider. Vous avez pensé aux escargots et aux limaces, c'est ça ? Un peu, ouais. Ah pourquoi pas, oui. Eh bien, c'est une hypothèse très viable. On pourrait aussi croire que les geckos ont des ventouses au bout des pattes, comme les pieuvres. Mais il n'en est rien, et c'est beaucoup plus fascinant que ça. Déjà, les pattes des geckos se terminent par des espèces de mains à 5 gros doigts. Regardez vos mains. Vous verrez à la surface de vos mains, il y a des rainures qui forment vos empreintes digitales. Eh bien, eux aussi, ils ont ces rainures. Mais elles sont proportionnellement beaucoup plus grosses que les nôtres. Et elles ne sont pas circulaires, elles ressemblent plus à des chenilles de tanks ou des engins de construction. Et sur ces rainures, il y a des lamelles. Et ces lamelles font généralement environ 0,1 mm de long et quelques micromètres de large. Alors, c'est là que je vais vous introduire les échelles de grandeur. Parce que vous allez voir, le gecko a beau faire 20 cm de long, les phénomènes qui lui permettent de se tenir contre le mur se passent à très très petite échelle. Donc, imaginez-vous, vous prenez 1 mètre, vous le divisez en 1000 morceaux égaux. Ils font tous 1 mm. Vous avez tous déjà tenu une règle, vous imaginez ce que c'est. Maintenant, vous reprenez ce millimètre et vous le divisez par 1000 encore une fois. Et c'est ça, un micromètre. Là, normalement, vous n'avez aucune possibilité de vous imaginer ce que c'est. Alors, on va faire simple. Prenez les Champs-Élysées à Paris. Vous connaissez tous plus ou moins. Ça fait 2 km de long. Vous y placez un pépin de raisin. Le pépin de raisin, lui, fait à peu près 1 mm de long. Et voilà, si les Champs-Élysées faisaient 1 mètre, le pépin de raisin ferait 1 micromètre. Est-ce que vous commencez à réaliser à quel point les lamelles des pattes du gecko sont fines ? Pour vous donner un autre ordre d'idée, on peut faire rentrer environ 25 lamelles dans un seul de vos cheveux en termes d'épaisseur, en moyenne. Je vais vous épargner les détails exacts car l'émission durerait beaucoup trop de temps sinon, mais ces lamelles sont en fait constituées de millions de petits poils qui se terminent par des spatules. Et en fait, ce sont ces spatules qui leur permettent de tenir. Comment ? Eh bien, il faut aller sur le plan moléculaire pour comprendre. Oui, c'est assez compliqué. Compliqué ? Absolument pas.
il existe des forces sur le plan moléculaire qui permettent aux molécules de rester collées les unes aux autres et d'autres qui les repoussent. C'est comme pour les aimants. Si vous approchez deux aimants par le même pôle, le pôle sud avec le pôle sud par exemple, ils vont se repousser et vous aurez beaucoup de difficultés à les rapprocher. Alors qu'au contraire, si vous approchez le pôle sud de l'un et le pôle nord de l'autre, ils vont se coller et tenir tout seuls, vous aurez même des difficultés à les tirer. Et bien, c'est exactement la même chose avec les molécules, mais avec d'autres types de forces. Et ce sont ces forces-là qu'exploitent les poils des geckos pour tenir sur les surfaces. Très bien. Je ne sais pas pour le gecko, mais moi, je lézarderais bien au soleil après toutes ces explications ô combien intéressantes. Bon, enfin, en vrai, c'est pas trop la période ici. Tant pis, on va se réchauffer en musique avec le son dont le titre tombe à point nommé. C'est Gecko d'Olivier Eldens et Becky Hill. C'est tout de suite et c'est sur Fadjet. On se retrouve juste après ça. Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that I wanna explode. Baby, you grab my attention. Tension, burning fever high. Take me to another dimension tonight. This is where I wanna be. Hands up, feel the bass in my heart. Give me faith and I will leave. I take the risk cause you're never too far. Right now I'm drowning in emotion. Caution flies right out the door. Baby, you're pushing this devotion. I can only ask for more. De retour sur Fadjet, vous vous trouvez bien dans l'émission Mi-Science Impossible, où l'on voit ensemble qu'expliquer la science n'est pas forcément une mission si impossible que ça. Je suis toujours en compagnie des agents Justine et Bertrand, et ce dernier vient nous expliquer le pouvoir incroyable du gecko à se déplacer au mur. C'est au tour de Justine d'ouvrir le grand sujet du jour, la conservation des aliments. Elle va s'attaquer à cette thématique par la conservation du sel. Par le sel, pardon. Alors, quand on parle de conservation par le sel, moi je pense à la salaison des viandes, par exemple. Ce qui permet de la conserver, et même quand on y ajoute quelques épices, alors là, quel goût! Agent Justine, je t'en prie, viens mettre ton petit grain de sel dans cette histoire. Merci bien Gaëtan. Alors, les produits frais comme la viande ou le poisson sont constitués d'eau, de protéines, de matières grasses et divers autres éléments qui étaient utiles au bon fonctionnement de son organisme. Et le petit problème que ça représente, c'est que c'est une véritable mine d'or pour les micro-organismes comme les bactéries ou les levures. Surtout si en plus les conditions de température, d'humidité, d'acidité et toutes ces petites choses leur sont favorables. Alors, si vous laissez votre steak à l'air libre sans rien faire de particulier, la température ambiante, soit de 20 à 25 degrés, on va dire, pour les moments les plus chauds, comme cet été à Nancy, leur est très favorable pour qu'ils puissent faire leur petite vie et se nourrissent eux-mêmes de cette viande. C'est pour ça qu'on va plutôt mettre votre steak au frigo, car les températures de 2 à 5 degrés vont rendre inactifs les bactéries, levures, etc. Et cela nous permet de conserver notre steak quelques jours. Mais attends, là tu m'embrouilles là. C'est quoi le rapport avec le sel? Tu devais pas nous parler de ça à la base?
Ah, t'inquiète pas, je viens tout de suite. Parce que justement, tu crois que dans des temps un peu plus éloignés du nôtre, comme au Moyen-Âge, ils avaient un frigo? Ben non, sachant que le frigo actuel n'est arrivé qu'au 19e siècle. Ils devaient donc faire avec ce qu'ils avaient. Il y a en fait deux techniques de conservation par le sel. D'abord celle à sec. Et on le fait encore aujourd'hui pour le jambon par exemple. Donc pour vous expliquer, on répand du sel sur toute la surface de la pièce à conserver et cela va en fait avoir une action de déshydratation. Parce que voilà, le sel, il aime bien être entouré de molécules d'eau et donc elles vont se diriger vers la surface de votre jambon par exemple pour aller se coller au sel. Petit à petit, il va donc se déshydrater, c'est-à-dire perdre l'eau qui est à l'intérieur de lui et le jambon va se dessécher. Bon, après, ça c'est pas en 1 heure, hein, il faudra quand même quelques semaines. Mais donc en quoi ça va nous être utile? Eh bien l'eau est aussi un élément nutritif indispensable aux micro-organismes. Comme pour nous, hein, sans eau on ferait pas long feu, donc eux non plus. Donc, qui dit pas d'eau, dit pas de micro-organismes, et donc qui dit pas de bactéries et autres levures, dit que votre jambon ne va pas se détériorer. Allez, passons de la terre à la mer avec la deuxième technique, qui est celle du saumurage. En fait, une saumure, en gros, c'est une eau salée, quoi. Donc ça consiste juste à mettre votre filet de poisson, pour changer, dans un récipient avec cette eau salée. Le fait est que l'eau contenue initialement dans votre poisson n'est pas salée, ou du moins moins salée que celle du récipient. Mais la nature aime bien quand tout est équilibré. Donc l'eau du récipient va avoir tendance à rentrer dans votre filet. Et le sel aussi par la même occasion pour équilibrer les taux de sel entre le poisson et l'eau du récipient. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'osmose, quand les concentrations entre deux endroits différents, ici le sel entre le poisson et l'eau du récipient, vont tout faire pour s'équilibrer. Et ici, encore une fois, le sel aura un effet antimicrobien. Alors, oserez-vous essayer? Eh ben, ça vous ouvrirait presque l'appétit, toutes ces explications. En définitive, comme tu nous l'as dit, il existe deux techniques de conservation par le sel. Une est plus adaptée pour les viandes et l'autre pour la conservation des poissons. Bien exact, en fait, et le sel joue bien son rôle de protecteur contre les bactéries qui viendraient attaquer les aliments qu'on cherche à conserver. Et bien maintenant, embrayons le pas avec l'agent Bertrand qui va vous en dire plus sur la conservation par le froid cette fois. Autrement dit, pourquoi on veut faire installer ce super frigo américain dans la cuisine. Comme tu l'as dit plus tôt, la conservation par le froid est le mode de conservation le plus répandu dans les pays développés grâce à sa facilité de mise en place. Les basses températures retardent le développement des micro-organismes et ralentissent les réactions chimiques qui entraînent la détérioration du produit, à tel point qu'à une température inférieure à moins 5 degrés Celsius, les micro-organismes, donc les bactéries, sont incapables d'avoir une activité métabolique. Ils sont littéralement figés. Il ne se passe plus rien. Alors, on peut distinguer deux procédés qui utilisent la conservation par le froid, la réfrigération et la congélation. Normalement, vous vous dites que c'est juste une différence de température, parce que vous avez chez vous un réfrigérateur et un congélateur. Vous mettez les glaces dans le congélateur, les yaourts dans le réfrigérateur, et que si on fait l'inverse, la glace, elle devient quand même vachement moins bonne, et le yaourt, il n'y a pas de conséquences pour le yaourt, en fait. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Vous avez dit tous les deux frigo à plusieurs reprises tout à l'heure. Et moi, j'ai dit réfrigérateur, et non frigo. Vous savez pourquoi? Pas du tout, pour moi. Je fais jamais gaffe, en vrai. Il n'y a pas une histoire, il y en a un, c'est le nom d'une marque, je crois, des fois j'entends ça. Exactement. Eh bien, sachez, petit moment culture G, que si l'on dit Frigidaire, c'est parce que les modèles que tout le monde avait dans le temps étaient de la marque Frigidaire. Et c'est le nom de la marque qui a supplanté celui de l'objet. En revanche, frigo, c'est juste l'abréviation du mot frigorifié, et donc il n'est pas lié à une marque. Revenons à notre conservation. Parlons d'abord du premier type de conservation, la réfrigération. Elle consiste à stocker les aliments à une température proche de leur température de congélation. On a de la chance, ça tourne quasiment toujours autour de 0 pour nos aliments. Il s'agit d'un moyen de conservation qui ne fait que ralentir le développement des micro-organismes et qui n'est donc utilisé que pour des denrées périssables à court et moyen terme, c'est-à-dire dont la durée de conservation varie de quelques jours à quelques semaines selon la température, l'humidité et le type de conditionnement. Il y a des règles néanmoins, sinon ça serait trop simple. La réfrigération, tout comme la congélation, doit être faite le plus tôt possible après collecte. Les aliments doivent initialement être sains. Bien sûr, vous n'allez pas mettre une pomme pourrie à l'intérieur de votre frigo. Voilà. Et la température doit rester constante autant que faire se peut avant la consommation. Le second type de conservation par le froid, la congélation, repose sur les mêmes principes, mais s'effectue à des températures inférieures à celles du point de congélation. Et ça permet de conserver les aliments à long terme, jusqu'à plusieurs années pour certains. Pendant la congélation, l'activité des microbes et autres bactéries est complètement stoppée. En revanche, les réactions chimiques continuent, mais à un rythme extrêmement lent. Prenons un exemple simple. Vous prenez une pomme. Ça tombe bien, il y en a toute l'année. Vous prenez une pomme, vous la coupez en 4. Vous mangez un des 4 bouts parce que, mine de rien, c'est tentant. Vous en laissez un à l'air libre, vous en mettez un dans votre dans votre réfrigérateur, et un dans le congélateur. Vous laissez ces 3 morceaux, 15, 20, 25 minutes, et après, vous allez les chercher. Vous allez voir que sur le morceau à l'air libre, la chair de la pomme est par endroits devenue marron.
Cela signifie que la surface de la chair de votre pomme a été oxydée. C'est-à-dire qu'elle a subi une réaction d'oxydation. C'est une réaction chimique qu'on vous détaillera dans une autre émission. En revanche, la pomme dans le réfrigérateur est beaucoup moins atteinte et celle dans le congélateur n'a rien du tout. Vous voyez bien que la différence de température a donc eu un impact sur la vitesse d'oxydation de votre pomme. Rassurez-vous, vous pouvez toujours encore manger vos 3 morceaux de pommes, il n'y a pas de souci. Néanmoins, si vous laissez le morceau à l'air libre trop longtemps, il va finir par pourrir. Enfin, s'il n'a pas été mangé par les animaux avant ça. Et là, en revanche, l'odeur vous indiquera que vous feriez mieux de ne pas le manger. Alors là, ne t'inquiète pas Bertrand, moi j'aime beaucoup trop les pommes et la compote pour laisser pourrir ne serait-ce qu'un minuscule quartier. Et je sais que beaucoup sont d'accord avec moi sur ce point. Très bien, alors comme le dit l'adage, une pause s'impose et c'est en musique qu'on va la faire. Nous allons maintenant sur Fadjet écouter Salt d'Ava Max, un petit clin d'œil à la chronique de Justine. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que si vous avez manqué la première partie de l'émission, vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Fadjet et l'écouter quand ça vous chante. Là, celle qui va chanter, c'est Ava Max. On se retrouve tout de suite après sur Fadjet. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. Oh, oh, I got breaking news and it's not about you. Oh, 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 I've been breaking hearts too and I learned it all from you. Oh, oh, I got my thighs on, feel like Wonder Woman. That's when you want me, but I'm not your woman. When my lipstick pops and I feel like Monroe, that's when you want me most. Oh, oh, I'm all out of salt, I'm not gonna cry. Won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm all out of salt, tears are running dry. Won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm all out of salt. I'm all out of salt. Oh, when I'm about to celebrate, push my head into the cake no more. Oh, oh, you're the snake pulling my arm like my snakeskin Sailor on. Oh, oh, I got my thighs on, feel like Wonder Woman. That's when you want me, but I'm not your woman. When my lipstick pops and I feel like Monroe, that's when you want me most. Oh, oh, I'm all out of salt, I'm not gonna cry. Won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm all out of salt, tears are running dry. Won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm all out of salt. I'm all out of salt. Not gonna cry. Not gonna cry. Not gonna cry. I'm all out of salt, I'm not gonna cry. Won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm all out of salt, tears are running dry. Won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm all out of salt. I'm all out of salt. De nouveau à l'antenne de Fadjet, vous écoutez Mission Impossible, l'endroit où nous tentons de faire de la compréhension des phénomènes scientifiques une mission pas si impossible. Allez, c'est l'heure de se mettre un peu de vert dans cette émission, vert, V-E-R-T. Parlons de ce qui compose la flore de nos forêts, de ce qui fait la beauté de nos jardins publics et de nos parcs. Je parle évidemment des plantes. Maintenant, j'espère que j'ai assez bien planté le décor, et je te passe la parole à Jean-Justine. Alors, je pense que vous allez être d'accord avec moi sur un point, les plantes ne peuvent pas se déplacer. Mais comme tout être vivant, elles ont besoin de se nourrir et boire, enfin d'avoir un apport en nutriments et en eau pour survivre. Je pense que vous êtes tous ok pour dire que si vous n'arrosez pas une plante, elle meurt plus ou moins vite. Si, je vous vois les jardiniers du dimanche là. Et juste pour préciser de quoi elles se nourrissent, eh bien ce sont des ions minéraux comme le potassium, les nitrates, le phosphate ou encore du calcium. Mais elles doivent bien avoir un moyen pour accéder à tout ce dont elles ont besoin.
En fait, oui, mais leur outil fondamental et essentiel est en fait caché sous terre. Alors, avez-vous deviné ? Ce sont bien grâce à leurs racines qu'elles peuvent faire tout ça, car tous les minéraux et l'eau sont bien présents, heureusement, dans la terre. Les racines peuvent donc se développer dans toutes les directions sous terre pour aller chercher un peu partout où elles peuvent ce qu'il faut. Les minéraux et l'eau peuvent ainsi pénétrer à l'intérieur de ces racines par des pores, donc des trous microscopiques à la surface des racines. Et tout ça peut ensuite remonter dans la tige, les fleurs ou les fruits encore s'il y en a. Mais alors, ça suppose que les ressources du sol sont comme illimitées sous la plante ? Alors effectivement, c'est une bonne question, mais c'est vrai qu'un problème va alors se poser pour notre petite plante immobile. C'est que les ressources du sol, donc toujours l'eau et les minéraux, peuvent bien s'épuiser au bout d'un moment et les racines ne vont pas forcément avoir la possibilité de grandir beaucoup plus. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on met par exemple de l'engrais qui contient justement certains nutriments dont se nourrissent les plantes afin d'enrichir de nouveau la terre. Mais à part ça, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. La plante, au niveau de ses racines, va en fait s'associer à un champignon qu'on appelle les mycorhizes. Ce champignon va devenir un intermédiaire entre le sol et les racines. En plus, le champignon a la capacité de coloniser un beaucoup plus grand volume de sol. C'est alors lui qui va aller puiser les minéraux pour ensuite les transmettre aux racines. Un vrai travail de coopération. D'ailleurs, quasiment toutes les plantes établissent ce lien avec les mycorhizes qui leur sont finalement indispensables. Dernière petite info, c'est aussi grâce à ces champignons du sol que vous pouvez apercevoir des champignons comme on se les représente là avec leur petit chapeau au pied des arbres. D'accord, donc tu viens de nous montrer que la réponse n'était pas si évidente que ça. Hein. Il fallait connaître ces petits champignons alliés des plantes. Comme quoi, le travail en équipe, ça a du bon. J'espère que nous avons apporté des infos sympas à ceux qui ont la main verte et bien sûr à ceux qui l'ont un peu moins. C'est pour tout le monde. Nous nous dirigeons donc tout doucement vers la fin de cette émission et quoi de mieux qu'un petit quiz pour qu'on s'amuse ensemble avant de se quitter. Alors aujourd'hui, le thème du quiz du jour est, tenez-vous bien, les inventions trouvées par hasard. Je vous explique comment on va procéder pour ce petit quiz. Je vais essayer de vous faire deviner les produits qui ont été obtenus par hasard. Je vais vous faire une description pour vous amener à trouver la réponse et je solliciterai les agents qui sont autour de moi au cours de mes descriptions pour voir s'ils arrivent à décerner la réponse. Allez, on va apprendre en s'amusant. Juste avant, je tiens à préciser pour nos auditeurs que ces découvertes par hasard ont un nom. On appelle ça les découvertes par sérendipité. C'est un nom très compliqué pour dire que c'était pas ça qu'ils voulaient à la base. Super info. Moi-même, je ne l'avais pas. Comme quoi, comme je l'ai dit juste avant, le travail d'équipe, ça a du bon. Allez, on est parti. Première question. Découverte en 1938, je suis une substance chimique bien connue du grand public. Mes parents sont Albert Hofmann et Arthur Stoll, deux chimistes suisses, spécialistes des plantes. Je suis issu d'une céréale, le seigle, et plus particulièrement d'un champignon qu'elle contient, l'ergot. Si certaines des molécules que ce champignon contient ont la propriété de calmer les douleurs vives, certaines autres peuvent provoquer une maladie très grave appelée l'ergotisme en cas d'ingestion trop importante. Toutefois, mon papa, Albert Hofmann, s'entête à chercher et à extraire ma molécule de ce champignon afin de créer un médicament qui est capable de lutter contre les migraines et les troubles de la circulation sanguine. Il arrive à extraire une première version de moi-même, l'acide lysergique. Alors les agents, pas d'idée sur ce que je peux être ? Alors, c'est une substance chimique qui vient de plantes et de champignons, c'est ça ? C'est ça. Pour l'instant, pas plus d'infos. Ça fait déjà quand même pas mal d'infos, mais c'est pas évident. 1936, en Suisse, aucune idée. Allez, je poursuis. On va resserrer les taux pour trouver la réponse. Vas-y. Ma forme finale est une drogue qui possède des effets hallucinogènes perturbants, qui perturbe l'ensemble des 5 sens et qui provoque de lourdes illusions visuelles, déformation des lignes, amplification des couleurs et plein d'autres effets. Si beaucoup de mes effets psychoactifs se déroulent à court terme, la principale conséquence de ma consommation est d'engendrer un état dépressif assez lourd sur le long terme, des crises de paranoïa et de la schizophrénie. Bon, pas top, mais là, petite anecdote marrante. La légende veut que je sois à l'origine de la chanson... Faut du marrant là par contre. Ouais, t'inquiète. La légende veut que je sois à l'origine de la chanson Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles, qui veut que j'ai été donc à l'origine et que l'hypothèse ait été démentie par mon auteur John Lennon et le reste du groupe. Mon nom complet est le diéthylamide de l'acide lysergique. Je suis. Avez-vous la réponse ? J'ai aucune connaissance en ce terme dans ce genre de substance, donc je n'ai aucune idée. Alors attends, si on peut faire un petit peu d'allemand, ça va peut-être aider. Mon nom allemand, c'est le lysersordiathylamide. Alors je fais pas allemand. Ah oui, effectivement. Oui, mais faut juste regarder les premières lettres en fait. Ouais, donc c'est le LSD. Exactement. Le LSD. Que en fait, donc Alain Hofmann a essayé de commercialiser au départ pour soigner les pathologies mentales.
Et en fait, quand il a commencé à le tester sur des étudiants, ils se sont appropriés et ils en ont fait un peu un symbole des délires psychédéliques et un symbole aussi des mouvements contestataires comme le mouvement hippie aux États-Unis. Et donc ça, ce qu'on va vous passer, c'est le fameux Lucy in the Sky with Diamonds avec la rumeur dont j'ai fait référence. Et c'est marrant parce que ça a été démenti au départ et des musiques comme Day Tripper ou Got to Get You Into My Life, elles faisaient clairement référence à la consommation de drogue. Enfin bref, l'acide a donc marqué de son empreinte le monde de la musique, puisque des genres musicaux tels que l'acide trance, l'acide house ou le rock psychédélique découlent de certaines visions kaléidoscopiques des artistes. Sacré hasard, n'est-ce pas ? Eh bien, quelle histoire. Ouais. Comme quoi, il y a plein de choses qui découlent de certaines erreurs. Deuxième devinette, tout de suite. Je tire mon origine d'un endroit fort agréable. Tenez-vous bien, les saucisses avariées. Si, vraiment. Ne soyez pas choqués. Les saucisses, c'est agréable, les saucisses avariées. Oui. Mais en fait, je suis plus particulièrement une toxine qui provient d'une bactérie parfois nichée dans les intestins des porcs. Et donc, la saucisse est un formidable terrain de jeu pour la bactérie. J'ai été trouvé au 19e siècle par le docteur allemand Justin Urskanner et il m'a appelé en premier lieu le poison de la saucisse avariée. Super. Donc, je suis descriptif. Ouais, ça a le mérite d'être clair. J'ai été trouvé parce que je provoquais beaucoup d'intoxication alimentaire à certaines personnes et mon nom latin est le Botulus toxicus. Je suis donc la toxine du boudin. Est-ce que vous avez une idée de qui je pourrais être ? C'est qui ? C'est une bactérie, t'as dit ? Ouais, toxine du boudin. C'est E. coli, non ? Non, cherchez vraiment toxine du boudin. Bah, le Botox, alors, non ? Exactement. Je suis Je savais pas ce l'abréviation qu'est de la bactérique. toxine botulique. Ouais. Et en fait, alors on se dit que bon, pour faire de la chirurgie esthétique, c'est pas super top de se mettre de la bactérie dans les pommettes. Mais bon, en fait, il faut savoir que le Botox a été utilisé au départ pour soigner les tremblements des paupières de certains patients. Et ils se sont rendus compte que quand ils étaient soignés de cette manière, et ben du coup, ils avaient non seulement les paupières qui arrêtaient de s'agiter, mais surtout une partie du visage qui était figée. Parce qu'en fait, le Botox agit sur la connexion entre les nerfs et les muscles, et ça bloque toute la transition de l'information entre le muscle et le cerveau. Donc c'est pour ça qu'on a un effet anti-vieillissement des parties qui sont agrémentées de Botox. D'accord. Et alors ça, c'est l'anecdote que vous pourrez ressortir à vos amis. Il faut savoir qu'à dose égale, le Botox est 40 millions de fois plus mortel que le cyanure. Là, j'espère qu'ils font gaffe quand ils injectent ça dans les gens, alors. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment les gens survivent avec la chirurgie esthétique dans ce cas-là ? C'est qu'ils en mettent des vraiment toutes petites doses qui ne sont pas dangereuses pour le patient. Après ça, si vous avez un médecin honnête, faut faire gaffe chez Ouais, c'est mieux. Voilà. Je suis plutôt intéressé. Je pense que ça fera un bon sujet pour une prochaine émission. Eh ben, tu iras tester, on verra si t'es la bouche. Moi, je teste pas la chirurgie esthétique. Je ferai mes recherches. Allez, c'est ainsi que s'achève cette troisième émission de Mission Impossible. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux, Facebook et Instagram, Fadjet, suivi de Mission Impossible. Les podcasts de toutes nos émissions se trouvent sur notre chaîne YouTube, Mission Impossible aussi. Et vous avez également le replay de cette émission disponible sur le site de Fadjet. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, c'est-à-dire le vendredi 27 novembre, toujours à 16h, pour une nouvelle émission Impossible. D'ici là, prenez soin de vous. Merci aux agents Bertrand et Justine pour cette émission qui s'est déroulée à distance. Et on se dit à dans 2 semaines. À toutes. Salut à tous. Salut.